Je souhaiterais maintenant passer la parole à Giovanni Pugliese, président de la Commission nationale italienne pour l'UNESCO. Grazie. Merci, Monsieur le Sénateur Mantico, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement de la région, Monsieur le représentant du ministre des Biens culturels, Monsieur Bandolin, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, Président, la Commission nationale ne peut que prendre la parole très rapidement, faire une intervention très courte, mais sur le fond du thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la librairie, on entre dans une librairie entre les livres qu'on n'a pas lus et qui vous regardent en essayant de vous mettre un peu en vous embarrasser. Mais vous savez qu'il ne faut pas se laisser faire parce qu'à travers les livres, il y a des hectares de livres qu'on peut éviter de lire. Des livres qui ont été faits pour d'autres utilisations qui n'est pas de lire. Des livres qui sont déjà lus sans avoir besoin de les lire, qui appartiennent au genre du petit policier ou avant d'être même écrits. Et donc on passe la première barrière et après on a tous les livres que même si on avait plus de temps à vivre, on aimerait les lire. Mais malheureusement, le temps qui nous reste n'est pas long. Alors on passe outre, on passe vers les livres qu'on a l'intention de lire. Mais avant, il y en a d'autres qu'on devrait lire. Ce sont des livres trop coûteux, trop chers, que l'on ne pourra acheter qu'une fois qu'ils seront revendus à moitié prix. Des livres qui coûteront moins cher quand ils seront republiés dans les éditions de poche. Des livres qu'on va lire quand ils seront prêtés, des livres que tout le monde a lus, que le monde entier a lus, donc c'est comme si nous les avions lus eux-mêmes. Après avoir passé toutes les barrières, on avance vers le donjon du château où se trouvent les livres que depuis longtemps on a décidé de lire, les livres qu'on a cherchés depuis longtemps et qu'on ne trouvait jamais. Ces livres qui concernent un thème dont on s'occupe en ce moment. Ces livres qu'on aimerait avoir pour les avoir sous la main à chaque moment. Les livres qu'on aimerait avoir de côté pour pouvoir les lire pendant l'été. Les livres dont on a besoin pour les mettre à côté d'autres livres sur notre bibliothèque. Les livres qui suscitent une curiosité soudaine, frénétique et non justifiée. Voilà qu'à ce moment-là, il a été possible de réduire cette armée de livres sur le champ de bataille qui reste quand même très importante. Et on est soulagé de ça. Mais ce soulagement est mis en danger par tous ces livres qu'on a déjà lus il y a longtemps, mais qu'on devrait relire, ainsi que des livres qu'on a toujours fait semblant d'avoir lus, tandis qu'il faudrait peut-être les lire réellement désormais. Tout cela pour dire qu'une fois qu'on a lu tous les titres des volumes qui sont exposés dans une librairie, on s'adresse à une pile genre ainsi Une nuit d'été, un voyageur, qui vient d'être publié. On en prend une copie, on va à la caisse pour établir son propre droit de propriété sur ce livre. J'ai voulu dédier cette introduction à la lecture d'un livre d'Italo Calvino, parce que je pense que ceci représente de façon exemplaire le rapport entre le livre et le lecteur dans le siècle dernier. En lisant ces lignes, on trouve un peu de tout. L'aspect physique du livre, le besoin de sa possession pour créer une relation exclusive et intime avec le livre. La chaîne économique industrielle qui intervient dans ce processus d'un côté en faisant en sorte que ce processus soit possible
et de l'autre en le limitant à travers la construction d'encouragements alternatifs et de signaux alternatifs, c'est-à-dire un voyage préliminaire que le lecteur doit entreprendre avant de commencer l'autre voyage qui est le voyage de la lecture. J'ai pensé que le texte de Calvin est un point de départ parce qu'il nous donne la référence sur laquelle nous pouvons nous poser des questions sur les changements futurs. Ces changements desquels doit débattre ce forum et que ce forum pense espérer de pouvoir gouverner à l'avenir. Ces lignes de Calvin expriment bien le rapport entre les lecteurs et les livres du XIXe siècle. Mais il représente dans son essentialité des siècles et des siècles de relations entre les livres et les lecteurs. Il n'y a rien de plus physique que la relation entre un lecteur et le code manuscrit dans lequel il apprend à décoder l'écriture. Et la surprise devant la multitude de choix possibles qu'un lecteur qui entrerait pour la première fois dans la bibliothèque d'Alexandrie n'aura certainement pas pu être inférieur à la réaction du lecteur du livre de Calvin. Ce qui permet de condenser des siècles de relations dans le livre de Calvin, c'est le fait que son protagoniste, c'est-à-dire le livre, est resté immuable et est resté le même dans ses lignes essentielles pendant 2 millénaires. À partir de l'introduction du code entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, la révolution de Gutenberg a certainement introduit une révolution en élargissant le nombre des lecteurs et donc en favorisant la distribution des connaissances. On parlait du rôle de la presse dans la liberté de la pensée et de religion de nos jours, évidemment. Et de la même façon que cette révolution a apporté à des changements quantitatifs car le texte écrit est revenu sous le contrôle de son auteur et il a enlevé à cette malédiction des copistes qui était une damnation pour Pétrarque, mais qui n'a pas changé la structure même du livre. Pour expliquer cette longévité extraordinaire du livre dans son caractéristique essentielle, certains ont parlé d'objets ergonomiquement parfaits. Certains l'ont comparé à la perfection de la roue. Quoi que ce soit, et aujourd'hui, pour la première fois après 2 millénaires, cet objet, le livre, a été structurellement mis en discussion avec toutes les conséquences que cela implique et qui se reflètent dans les différentes sessions dont le comité scientifique de cette réunion a articulé ce forum. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Je me demande. Cette question n'est pas rhétorique, elle n'est pas provocatoire. C'est une question que je me pose réellement sur la base de considérations qui me permettent d'arriver à la conclusion. La première remarque, c'est que la révolution numérique qui a investi notre vie pendant ces dernières décennies, en réalité, n'arrive pas à s'imposer sur le passage du livre à l'écran. Si nous comparons la rapidité avec le CD à remplacer le disque en vinyle ou les musiques-cassettes ou le disque DVD avec le DVD ou le DVD à remplacer le VHS ou le téléphone portable, Internet et l'ordinateur a remplacé le téléphone normal et la machine à écrire dans nos vies, le livre n'a pas été remplacé à la même vitesse. La rapidité avec laquelle il a été remplacé par d'autres moyens, d'autres médias est une vitesse une vitesse moindre par rapport à la vitesse auquel a eu lieu le passage des autres médias. Et l'explication de cette vitesse inférieure est
et que la publication court après le livre traditionnel en recherchant ces innovations technologiques qui lui permettent de lui ressembler, comme par exemple l'invention de l'encre électronique. Dans d'autres termes, l'e-book se propose comme une mauvaise copie du livre. Le seul avantage de l'e-book est la portabilité, mais l'e-book n'est pas capable de reproduire un changement qualitatif de la lecture, ce qui a eu lieu par contre pour la musique, pour l'écriture ou pour d'autres communications avec les outils dont j'ai parlé tout à l'heure. L'industrie de l'édition aujourd'hui se concentre sur la numératisation des publications périodiques comme les revues et les journaux et non pas sur la production d'e-books parce que les e-books ont du mal à devenir compétitifs sur le marché. Une recherche d'une revue de consommateurs italien Altro Consumo révèle qu'avec le prix des livres électroniques, le prix des livres électroniques est peut-être égal ou supérieur au coût des livres traditionnels, malgré que les coûts de production soient bien inférieurs aux livres traditionnels. Donc, il ne semble pas que nous sommes face à un changement un changement soudain, à une révolution. Plutôt, nous sommes face à un processus qui pourra n'être conclu que dans le long terme. C'est un paradoxe, mais cette lenteur du processus nous offre une possibilité extraordinaire, c'est-à-dire la possibilité de gouverner ce changement afin d'en obtenir les avantages les meilleurs possibles pour notre société et pour le monde qui nous entoure. Et le potentiel de ce point de vue est vraiment énorme. Le potentiel du point de vue de l'environnement avec une diminution de la consommation d'arbres, d'eau, d'essence, avec la diminution de la pollution et du gâchis lié au monde de l'édition, au progrès scientifique, collaboration intellectuelle au niveau international à travers la distribution contemporaine dans le monde entier des mêmes contenus, non seulement pour les best-sellers, mais aussi pour les études spécialisées. Le potentiel d'alphabétisation, d'éducation, de diffusion de la culture dans les petits centres, ainsi que dans les grandes métropoles du monde occidental, à l'instar de ce qui aura lieu au moment où on saura combler le fossé numérique dans le continent africain en faisant en sorte de renforcer le développement que ceci portera avec lui. Et donc, c'est notre tâche d'aider l'UNESCO à se servir de cette numérisation dans ce sens. Et si à l'avenir, un avenir que je souhaite ne pas être trop lointain, il ne sera plus possible d'imaginer une histoire comme celle qui est racontée dans le Nome della Rosa, où la possibilité des objectifs de changer un monde est versif. Toute contribution littéraire, scientifique et philosophique sera à la disposition de tout le monde. Eh bien, à ce moment-là, nous serons conscients d'avoir fait notre devoir. Le soir, quand nous rentrerons chez nous, à la maison, nous, les gens du XXe siècle, nous pourrons choisir un livre de notre bibliothèque, allumer la lumière de la table de chevet, nous coucher dans notre lit et avec grande satisfaction, nous pourrons commencer à feuilleter les pages de ce livre. Merci. Grazie. Adesso... Merci beaucoup. Maintenant, je cède le micro à l'ambassadeur, M. Maurizio Serra, qui est ambassadeur délégué permanent de l'Italie auprès de l'UNESCO, avec lequel je voudrais me féliciter pour sa production littéraire et je lui fais tous mes souhaits pour son nouveau livre, M. Malaparte.